il faut comprendre les progrès de l'industrie comme des progrès profondément collectifs. C'est-à-dire que cette façon de personnifier nous porte à croire, en fait, nous complaît dans une espèce d'attente messianique. Il faut attendre le sauveur. C'est quelque chose qui a été beaucoup utilisé aussi dans des processus d'héroïsation au niveau du roman national, dans différents pays. En fait, au-delà d'ailleurs de la figure de l'entrepreneur, il faut comprendre les conséquences politiques de l'héroïsation. Quand on héroïse quelqu'un, on lui donne un pouvoir, ou on donne un pouvoir à l'idée qu'il représente, qu'il incarne. Donc par exemple, aujourd'hui, 200 ans après Bonaparte, vous avez toujours des bonapartistes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, au-delà de Bonaparte, ce sont des gens qui défendent une conception du monde qui est autoritaire, césariste, centralisée, etc. Pour l'imaginaire entrepreneurial, en fait, il en va de même. C'est-à-dire qu'à partir du moment où votre représentation du monde entrepreneurial, du monde industriel est pétrie de ces idées, alors il y a tout un ensemble de conséquences politiques qui en découlent. Comment on pourrait légitimer l'impôt, par exemple, dans une société où les individus sont pleinement comptables de leurs réussites et de leurs échecs. Si j'ai triomphé sur le marché et que je suis milliardaire et que je le mérite, alors l'impôt, c'est du vol, notamment l'impôt progressif. Et alors, les gens qui n'ont rien, les gens qui ne peuvent pas se payer des soins médicaux, les gens qui meurent de faim, le méritent aussi. Effectivement, symétriquement. Ça, c'est quelque chose qu'on évoque assez peu, mais tout ce qui est glorification du self-made man implique ça aussi, effectivement. Si les riches sont self-made, alors les pauvres aussi sont self-made. Et alors, c'est profondément dépolitisant et profondément trompeur, puisque quand on analyse la socio-économie, l'innovation de l'industrie, on se rend compte que ça, c'est un processus qui est absolument inextricable. C'est-à-dire que quand on cherche un individu derrière une innovation particulière, on ne réussit pas, en fait, puisque, en fait, on a une division du travail, surtout depuis une centaine d'années, qui est vraiment massive, qui s'étale à la fois dans l'écosystème, c'est-à-dire que, pour prendre un exemple très concret, derrière l'ordinateur moderne à interface graphique ou derrière le baladeur MP3, il y a des centaines d'entreprises qui, pendant des années, ont collaboré sans cesse les uns avec les autres, surtout dans les structures actuelles, on a des chaînes de sous-traitance extrêmement vastes, et on a aussi, sur le temps long, une collaboration entre plusieurs générations de chercheurs, d'ingénieurs, etc. C'est-à-dire que, pour prendre l'exemple de l'ordinateur, pour avoir l'interface graphique sur le Macintosh en 1984, il faut des recherches fondamentales à Stanford dans les années 60. Et il faut aussi des théoriciens de la cybernétique et de l'informatique dans les années 40. Voilà, il y a des recherches fondamentales à psychologie cognitive, etc., etc. Et quand on fait de la socio-histoire sérieuse de tous ces phénomènes, on se rend compte qu'en fait, en tirant le fil, la pelote vient à chaque fois. Sauf que dans ces représentations effectivement très personnalisées qui pullulent en fait dans les industries culturelles, tout à l'inverse, on part d'un individu, et on l'extrait, et en fait, tout part et revient à cet individu.